Bonjour, Anne Burtin, je suis graphiste à mon compte depuis à peu près une quinzaine d'années. Donc je suis à mon compte et aujourd'hui, même si je suis propriétaire, bientôt propriétaire de mon appartement, le problème c'est que j'aimerais changer, évoluer, avoir un nouvel appartement, voilà, et ne pas attendre ma retraite qui sera très loin. Comment je fais aujourd'hui concrètement, étant donné que les banques, quand elles savent que je suis à mon compte, que j'ai traversé l'épisode Covid qui était pas terrible, voilà, toutes mes questions immobilières sont là. Est-ce que je peux investir pour moi? Est-ce qu'il faut que j'investisse pour les autres? Et voilà, aujourd'hui, je fais des sites web. C'est une bonne situation, mais ça ne convainc pas les banques. Le graphisme, la communication, tout ça, ça fait peur. Voilà, donc je compte sur Sylvain pour m'éclairer là-dessus. Bonjour Anne. Merci de me faire l'honneur de t'introduire, enfin de m'ouvrir sur ce sujet qui peut intéresser beaucoup de personnes. Donc moi je me présente Sylvain Carbonel. Je suis agent immobilier, j'ai une agence immobilière et j'ai également alors je suis formateur, youtubeur, et j'aide les gens à atteindre l'indépendance financière. Donc l'indépendance financière, en fait, c'est le fait de créer suffisamment de sources de revenus pour pouvoir avoir un équilibre de vie et retrouver plus de liberté au quotidien. Alors moi, je cherche même pas à être indépendante financièrement totalement, mais au moins me construire un petit quelque chose pour la retraite, puisque la CPAM a été super sympa. À mes 40 ans, ils m'ont envoyé un petit papier en me disant ce que vous avez cotisé en tant que patron, c'est que dalle par rapport à ce que vous avez cotisé en tant que salarié. Donc en gros, à la retraite, je vais me retrouver avec pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma situation aujourd'hui? Alors, moi je dirais il faut d'abord passer à l'action, avoir ce déclic de savoir que c'est important d'investir, de sortir un petit peu du système, parce que c'est vrai que si on compte sur nos retraites, voilà, notre génération, on n'est même pas sûr d'avoir une retraite à la fin. Donc il faut se prendre en main soi-même, s'éduquer financièrement pour comprendre un peu comment ça fonctionne, comment être capable de s'enrichir. Et moi, il y a un livre qui a été un déclic pour moi, c'est le livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre. En Mmh, fait, il explique, c'est ouais. une référence que tout le monde connaît, c'est un livre qui se lit très facilement, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, on peut lire en 2-3 jours assez simplement, c'est écrit de manière très simple. Et il explique comment, lui, en fait, c'était le fils d'un papa qui a fait beaucoup d'études, qui a beaucoup investi pour sa carrière, et au final, à la fin de sa vie, se retrouve pauvre. Et à contrario, quelqu'un qui est éduqué financièrement, mais qui est autodidacte, qui a fait aucune étude, et qui a choisi d'investir dès le début, et qui finit par être riche. Et c'est un peu tous les enseignements qu'il a pu tirer de ce père riche, qui était le père de son ami. En fait, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, ils ont tendance à emprunter l'argent pour faire des investissements. Et donc, le fait d'emprunter, d'avoir le fait de levier de cette banque, ça permet de s'enrichir. Tandis que, à contrario, les pauvres, vu qu'ils sont assez peu éduqués financièrement, ils ont tendance à faire des crédits, mais pour acheter des passifs. Donc, qu'est-ce qu'un passif? Ça peut être sa maison, sa résidence principale, si on met tout son argent dedans, ça rapporte vraiment D'accord. pas forcément. Ça peut être une voiture, hein. On sait que une voiture, ça peut être un gouffre, assurance, entretien, essence, on sait que c'est très Effectivement, coûteux en voilà, ce essence, moment. ouais. Donc le concept, c'est d'essayer d'investir le plus tôt possible. Et moi, en tant qu'agent immobilier, je vois de plus en plus de jeunes très tôt qui se lancent dans l'investissement pour acheter des biens locatifs. Et c'est quelque chose d'assez intelligent parce que c'est vrai qu'à la fin d'une vie, il peut y avoir des écarts de patrimoine de 300, 400, 500 000 euros si jamais on n'est pas passé à l'action pour essayer d'avoir des investissements locatifs qui rapportent de l'argent. Alors moi, j'ai quand même une peur, c'est-à-dire que je travaille dans la journée, hein, j'ai quand même un métier. Est-ce que ça va pas me prendre beaucoup de temps de gérer ces locations? Alors, ça prend pas forcément de temps. En fait, tous les investissements que tu peux faire, ça peut être très divers et varié. Par exemple, tu peux acheter des tableaux d'art et ces tableaux d'art vont prendre de la cote dans le temps. Donc là, il y a juste à se renseigner un petit peu, s'éduquer là-dessus et savoir bien acheter et savoir ce qui va prendre de la cote. Les montres également, hein, Ah voilà, oui. quand on sort du magasin chez Rolex, par exemple, on l'a acheté 8 000 euros la montre, ça paraît excessif, mais dès qu'on l'a acheté, sur la cote du marché gris, le marché d'occasion, la montre peut valoir quasiment le double, jusqu'à 15 000 euros. Alors que la voiture, au contraire, dès que tu l'as achetée,
Exactement, elle a perdu déjà 20%. Exactement. Ouais, voilà, un ordinateur, une voiture, tu l'as acheté, c'est fini. C'est un très bon exemple, les vêtements, tout ça, voilà, ce genre de Voilà. passif. Ok, Et je savais pas pour les montres, d'accord, ouais. ouais, c'est des bons investissements également. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être investir en bourse. Donc dans ce cas-là, c'est posséder une action. Il y a rien de bien compliqué, ça ne demande pas forcément de temps. On laisse dormir. Et naturellement, avec la cotation de la bourse, normalement, ça peut que monter de manière exponentielle. Et on a également l'immobilier. L'immobilier, moi, c'est le biais que je préfère. Et quand tu achètes un bien qui est déjà loué, en fait, il commence déjà à te rapporter de l'argent immédiatement. Alors, soit il y a une très bonne renta, et dans ce cas-là, tu as un cash flow positif dans ta poche, c'est-à-dire que la différence du crédit que tu rembourses, il y aura un petit delta qui tombe tous les mois dans ton épargne. Ou bien, sinon, c'est plus du patrimonial, c'est-à-dire que tu vas te constituer un patrimoine, tu vas privilégier l'emplacement, une belle adresse, quelque chose de valeur, et te dire que même si ça te coûte un petit effort par mois, et ben, à la fin, bah, ça reste quand même le locataire qui paye ton crédit. Donc, normalement, au bout de 20 ans, 15, 20, 25 ans, tu es propriétaire de ce bien sans vraiment avoir fait d'effort dessus. D'accord. Mais du coup, comment on sait, est-ce qu'il y a un truc pour savoir si l'investissement va rapporter ou pas? Est-ce qu'il y a parce que moi, du coup, je vois par exemple un appartement, du coup, il a une certaine somme. Ouais, Sur cette somme, faut rajouter le notaire. ouais. J'imagine qu'il faut rajouter des assurances. Il y a des coûts un peu cachés comme ça, non? Alors, les assurances, ça représente pas grand-chose. Si tu es propriétaire, c'est une assurance classique. On va dire que ça va être 150 euros par an, donc c'est pas forcément quelque chose d'excessif. Et si c'est en location, tu es propriétaire non occupant, donc c'est en général c'est encore moins cher. Les frais notaires, en effet, malheureusement, on est obligé de passer par là, donc il faut les amortir, mais amortis sur 20 ans, ça représente vraiment pas grand-chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier suit l'inflation. Donc c'est vrai que à chaque fois que, au fur et à mesure du temps, bah, le système est fait pour que un bien que tu achètes en 1990, si tu le revends en 2010, tu vas gagner normalement 20-30% sur cette somme. Et comme c'est des grosses sommes, en général, tu es sûr de gagner au moins 30-40 000 euros sans rien faire, entre guillemets. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe aussi parce que si je suis propriétaire de plusieurs appartements, Ouais. je vais payer des impôts à chaque fois. La Alors, taxe en fait, foncière et d'autres impôts, voilà. Je cherche en fait ces frais que je n'imagine pas. alors ça, c'est vrai que ça peut être une pensée limitante qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'au début, on peut avoir la pensée de se dire, je vais éviter d'avoir des frais et de payer des impôts. Mais au contraire, la vraie question, c'est de se dire, voilà, comment je peux générer au contraire de l'argent. Et forcément, si tu génères de l'argent, bah, tu vas payer des impôts, et tu vas devoir en rendre une petite partie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu payes d'impôts, plus tu es en capacité d'emprunter. La première chose que va avoir un banquier, il va te demander ton avis d'imposition. Et par rapport à ce que tu payes comme impôt, il va juger un peu, il va te mettre une notation. Et en gros, plus tu payes d'impôts, plus tu peux emprunter. C'est pas tes revenus qui comptent, c'est les impôts que tu donnes. Alors, c'est tes revenus, mais après, il y a des abattements, etc. Mais pour pas faire trop complexe, on va dire que les revenus vont générer des impôts que tu vas payer. Et c'est par rapport à ça qui se base, en fait. D'accord. Ah oui, non, c'est quelque chose de tordu que j'avais pas imaginé, ça. Ouais, exactement. Moi aussi, j'étais un petit peu là-dedans quand j'ai commencé, vraiment donner aucun argent à l'État, essayer de garder un maximum, mais au contraire, il faut essayer de voir les choses un peu différemment. Lorsqu'on paye des impôts, c'est bon signe, au contraire, c'est une bonne santé D'accord. financière. Du coup, si demain je vois un appartement, quelle est la première réaction, quelle est la première chose que je dois faire pour Alors, savoir s'il est rentable, s'il est pas rentable? alors, la première chose en amont, vraiment, si tu veux te préparer un plan d'action, c'est d'aller voir un courtier ou d'aller voir la banque pour savoir à l'heure actuelle combien tu es en capacité de financer. Connais déjà D'accord. ton enveloppe pour savoir déjà ne pas te positionner sur des biens qui seraient hors de portée. Donc ça, c'est la première chose. Soit tu vas voir ton banquier, le banquier il connaît ta situation, il est capable de te dire ça très simplement. Sinon, tu passes Ouais. par un courtier, et le courtier, son rôle, en fait, c'est de prendre ton dossier et d'aller faire marcher la concurrence. Parce que les banques font jamais les meilleures conditions à leurs clients. C'est un peu mal fait. On est là depuis trop longtemps, donc du coup, Ouais, c'est de l'acquis, ouais. Donc, en j'aime général, bien les banquiers, j'adore les banquiers. moi aussi. Donc, en général,
J'ai perdu le fil. Ouais, en général, voilà, un interlocuteur, il va mieux négocier pour toi. Et donc, du coup, il va pouvoir t'offrir les meilleures conditions si tu changes de banque. C'est un petit peu ça le... D'accord, donc c'est changer de banque. Là, actuellement, donc j'ai une banque pour ma société et une banque pour moi. Ouais. Laquelle il faudrait que je fasse jouer en premier ou est-ce que je fais jouer les deux? Alors, en fait, soit tu achètes en tant que particulier, en nom propre, et dans ce cas-là, Ouais, tu iras voir ta banque classique, ou bien si tu génères suffisamment de chiffre d'affaires avec ton entreprise, tu peux investir en tant que professionnel, en tant que structure. d'accord. C'est possible Je savais pas également. que je pouvais, ouais. Ta société peut lever de la dette aussi. Donc, dans un premier temps, moi, je te conseille d'investir en particulier parce que c'est plus intéressant. T'es moins taxé. Et une fois que tu es à la limite de l'endettement en tant que particulier, là, tu peux te tourner vers des structures professionnelles, SCI ou directement via ta... D'accord. Là, tu dis au maximum de l'endettement. Toi, tu pousses à ce qu'on emprunte un maximum pour avoir un bien, en fait. Oui, mais seulement si tu fais des bons investissements. Et là, on en revient au père riche, père pauvre. C'est-à-dire, si tu empruntes pour faire des mauvais investissements, ça va t'appauvrir. Si tu empruntes Ouais. pour faire de bons investissements, ça va t'enrichir. En fait, c'est ça. J'ai entendu un collègue. Donc, moi, si, il y a deux, 3 ans avant Covid, j'étais allée voir pour changer d'appartement, prendre plus grand et tout ça. Et ma banque m'a clairement dit, ben, bof, pas terrible, hein. Et un collègue, lui, il a investi dans un appartement qui vaut ce que j'avais demandé à ma banque. Ouais. Et c'est ça qui m'a paru bizarre, c'est que lui, il a eu son prêt et que moi, pour moi, personnellement, on m'a pas donné mon prêt, en fait. Alors en fait, il faut pas s'arrêter à un nom. C'est un peu partout pareil dans la vie, mais c'est vrai que une banque tu peux avoir 5 noms et au final avoir un oui juste après. Donc en fait, les conditions sont pas toutes les mêmes en fonction que c'est des banques régionales, dans des grandes villes, etc. Et c'est un peu à la tête du client. Donc après, il faut leur vendre une histoire à la banque, tu vois. Voilà, c'est une histoire que tu crées avec eux. Donc, soit tu passes par un courtier qui lui va défendre tes intérêts, soit il faut faire un peu marcher la concurrence. Et après, ils vont regarder à la loupe ce que tu achètes. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc, pour un investissement, Le bien que je vais acheter. exactement, voilà, exactement. Si c'est un bien qui peut prendre de la valeur dans le temps, normalement, la banque va te suivre dans ton projet, quoi, du moment qu'elle croit en toi et en ton projet professionnel. Oui, c'est vrai que quand j'ai acheté mon appartement, déjà, on m'avait dit cette zone-là, vous évitez, sinon on vous fait une surassurance. Ouais. Et voilà, il y a des zones un peu Alors, avec de... en fait, dans l'immobilier, il y a 3 règles. Règle numéro 1, l'emplacement. Règle numéro 2, l'emplacement. Règle numéro 3, l'emplacement. Et c'est vraiment le plus important. Ok, donc je trouve un emplacement plutôt correct et qui craint pas, qui va pas se déprécier dans le temps. Ouais. Ensuite, quelle est la surface? Est-ce qu'il vaut mieux que moi, Valence, donc je suis à Valence, c'est une ville où il y a de plus en plus d'étudiants. Est-ce qu'il faut que je mise sur la toute petite surface pour étudiants ou une surface plus moyenne pour avoir des locataires sur le long terme? Alors, ça dépend du projet, encore une fois. Si c'est pour l'investissement locatif, en effet, les petites surfaces sont à privilégier. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus c'est petit, plus le prix au mètre carré va être élevé, mais paradoxalement, plus la rentabilité peut être haute. C'est-à-dire que au fur et à mesure, quand tu passes sur des T2, des T3, des T4, tu vas pas pouvoir surélever non plus le loyer à l'infini parce que en face il y a des interlocuteurs. Par contre, c'est vrai qu'un petit studio, alors je sais pas combien ça vaut un studio ouvert chez toi, c'est peut-être entre 50 et 80 000 euros peut-être, ou ah oui, plus que ça, ouais. Ah oui, 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 Valence a pris de la valeur. Aujourd'hui, on a, si tu veux, tu arrives à avoir des appartements de 65 mètres carrés neufs à 160 000 euros et des studios à 100 000 euros. Donc, D'accord. c'est ce décalage-là que j'ai du mal à comprendre parce que tu as 30 mètres carrés d'un côté, tu as 65 mètres carrés de l'autre avec garage. Ouais. L'autre, centre-ville, tu peux pas te garer. Et t'as voilà. Et pour moi, ça fait beaucoup, 165 000 pour 65 mètres carrés. Et ça fait quand même cher les 30 mètres carrés à 100 000 euros. Alors l'idéal, c'est vraiment des 20-25 mètres carrés, tu vois, vraiment des petites surfaces. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir un bon rendement et probablement d'enchaîner les opérations. Si tu te mets direct sur un gros projet avec le max de l'endettement, tu vas être un peu bloqué. Il faut toujours garder un petit peu de marge. Donc il vaut mieux acheter un bien
l'améliorer, augmenter son rendement, peut-être en acheter un deuxième, etc., etc. D'accord. Enchaîner, c'est-à-dire j'en achète un maintenant et l'autre, parce que si je m'endette, c'est sur 15 ans à peu près. 15-20 ans, exactement. 15-20 ans. L'autre, du coup, je l'achète dans 15 ans ou non, moi, mon objectif, c'est d'acheter un appartement par an. En fait, chaque année, je vais aller voir le banquier et chaque année, je vais leur casser les pieds jusqu'à pouvoir. Après, si j'arrive pas, j'y retourne 6 mois ou un an après. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de répéter tout ça vraiment le plus régulièrement possible par rapport à mon objectif à moi. Et du coup, tu es chez la même banque ou tu as plusieurs banques? Alors, c'est vrai que c'est plus simple d'aller dans sa banque parce que moi aussi, j'ai mes sociétés qui sont à l'intérieur et ils me connaissent bien. Mais après, si j'ai un blocage, je peux changer de banque. Et j'ai aussi une société de marchand de biens. Alors, le marchand de biens, c'est t'achètes sous forme de société pour revendre avec une plus-value. Et là, je sais que par exemple, ma banque est vraiment pas spécialisée là-dedans. Ça leur fait peur, ils n'ont pas l'habitude. Et dans ce cas-là, il faut aller sur d'autres banques qui sont plus ouvertes, ou bien des investisseurs privés, ou bien des banques d'affaires, des banques privées. Donc là, c'est quoi en fait ce système? C'est tu achètes et tu revends derrière. En fait, moi, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand j'étais jeune, en fait, j'ai acheté mon premier appart, je l'ai retapé entièrement et j'ai fait une bonne plus-value, à peu près 50 000 euros. Et en résidence principale, du coup, j'étais pas taxé. Donc, tout ce bénéfice est resté pour moi et m'a permis d'acheter encore plus cher. Après, j'ai acheté un autre bien, j'ai fait 60 000 euros de plus-value. Et là, je suis dans le bien où je suis, où je peux potentiellement, là, si je le revends, prendre 100 000 euros de plus-value. Donc chaque fois, tu augmentes ta plus-value. Voilà, pour acheter de plus en plus gros et de mieux en mieux. Donc ça, c'est pour les résidences principales, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ensuite, il y a les projets locatifs. Donc là, moi, j'ai acheté un petit immeuble de 2 appartes qui sont déjà loués. L'objectif, c'est de les recouper en 2 chacun, donc faire 2 studios en bas et en haut, c'est un duplex, d'en faire 2 appartes. Comme ça, je veux double mon rendement et avec ce cash flow, c'est là où chaque fois que c'est plus petit, ça augmente le prix. Exactement. En fait, en bas, je l'ai acheté 66 000 euros et il se loue 480. Si je le sépare en 2 studios, je peux les louer 500-500. Ah oui. Oui, c'est pas mal. Ça parle, ouais. C'est pas mal. Et c'est comme ça que tu deviens indépendant financièrement. Tu vois, c'est en générant ce genre de trucs et des revenus automatiques. Mais du coup, alors les travaux, c'est toi qui les fais? Actuellement, ils sont loués. Dès que les locataires y partent, je refais tout. C'est toi qui fais les parce que du coup, c'est un gain aussi, ça. Plutôt que de de le faire soi-même. Tu peux gagner un peu. Moi, je sais faire parce que j'ai déjà retapé une dizaine d'apparts. Je travaille un peu dans le bâtiment avec mon cousin. Mais maintenant, j'ai plus trop le temps dans ma vie. Donc, c'est vrai que maintenant, je suis entouré, vu que je suis une agence immobilière, on connaît des bons artisans qu'on recommande à nos clients. Donc, après, au cas par cas, en fonction du temps, de la forme, soit je fais le 3/4, soit j'en ferai qu'une petite partie. Je sais pas encore. Ça se chiffre. D'accord. Et tu conseilles d'investir dans sa ville ou dans une autre ville? Alors, ça dépend dans quelle ville tu habites, en fait. C'est vrai qu'en fonction, moi qui cherche du rendement, Marseille, c'est bien parce que c'est une ville qui est encore sous-cotée. Donc là, ça a pris en valeur ces dernières années parce que l'image de la ville est en train de changer. Mais c'est vrai que si j'habitais à Nice, à Lyon, à Paris, clairement, j'achèterais pas forcément dans ces villes-là. D'accord, c'est en fonction du niveau qu'il y a dans la ville. S'il est vraiment trop élevé. En fait, ça dépend de la rentabilité. Et la rentabilité, comment on la calcule? Ça, c'est un truc que les gens ne savent pas trop calculer, alors que c'est très simple. Tu prends les revenus par mois, donc par exemple 500 euros, tu multiplies par 12, ça te fait revenu annuel, et tu divises ce chiffre par le prix d'achat. Et tu multiplies par 100. Normalement, tu arrives à 0,6 par exemple, tu multiplies par 100, ça te fait 6% par exemple. Donc 6% de rentabilité sur le bien. Donc 6%, c'est bien ou c'est comment 6%? 6, c'est pas mal, ouais. On va dire, les investisseurs, ils cherchent entre 4 patrimonial ou bien 6. Et après, ceux qui cherchent vraiment le risque, ils vont aller jusqu'à 10 ou au-delà. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est d'acheter dans des zones un peu plus délabrées, avec des profils avec plus de problèmes. En fait. Les zones où on te demande une surassurance parce que au cas où ça tourne au vinaigre, tu n'arriveras pas à revendre ton appartement. Ouais, ils te demandent pas forcément une Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ah bon, on me l'avait fait comprendre. Hein, si vous allez vivre là-bas, vous payez plus parce que vous n'êtes pas sûr de revendre au même prix. Ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais. Voilà.
En gros, si la zone commence à tourner au vinaigre, voilà, ton appart, il vaut plus rien. Donc d'accord, ça c'est du risque. Ouais, il y a plus de problèmes à gérer. Et en fait, tout se mesure dans l'investissement par rapport à la renta. Tu vois, la bourse, ça se compte en rentabilité, l'immobilier aussi. En gros, c'est j'investis, par exemple, j'investis 100, je veux que ça me rapporte plus de 100. Donc 105, 110, 115, D'accord. c'est la renta. Et justement, par rapport au risque, si mon locataire se barre et a détruit l'appartement, là c'est ce qui s'est passé dans la résidence, c'est qu'il y a un locataire qui s'est barré, il a fallu tout refaire, hein, quasiment. Comment tu pèses ce risque? Bah, en fait, il faut faire de bons investissements sur un bon secteur pour avoir des bons profils et après sélectionner des bons dossiers. Donc Là, après, c'est un dossier d'une personne, comment dire, je vais pas donner son métier, mais il était fonctionnaire quand même. ouais, bon, il était peut-être un peu instable celui-là. Fonctionnaire, c'est la porte ouverte. Et quand le gars a récupéré l'appartement, c'est pas les 2 mois de caution qui ont pu faire quelque chose. Ouais, bah ça, malheureusement, c'est vrai que ça se compte dans le calcul. Le but, c'est que ça dégage suffisamment de bénéfices pour justement gérer un petit peu les imprévus. Comme là, c'est le cas, c'est un truc que tu n'aurais pas pu prévoir, quoi. Du coup, si tu arrives à investir et à avoir du bénéfice qui tombe tous les mois, Ouais. Tu le comptes dans tes dépenses ou au contraire, tu vas vite le mettre de côté pour ce genre de cas. Alors, ça dépend du profil, mais moi, personnellement, je réinvestis tout ce que je gagne. Donc l'intégralité, quasiment l'intégralité de ce que je gagne, je vais l'investir dans différentes choses, hein, pas que l'immobilier. Mais c'est ma philosophie pour essayer d'être à la retraite le plus rapidement possible. Euh, T'ennuyer à la retraite comme ça. oh, je continuerai de bosser, mais un peu après j'aurai la liberté de dire non, de filtrer, voilà, de m'organiser comme je veux. En tout cas, ça sera un choix, ça sera pas subi. Je crois que c'est ça le vrai luxe dans la vie. Oui, je pense que c'est ça le vrai luxe, ouais. Et en effet, après, ce qu'il faut faire pour ne pas être trop stressé par ce genre d'imprévu, c'est toujours prévoir une réserve de sécurité. Donc, tu mets 10-15 000 euros sur ton compte en banque, c'est de côté, et au moins, tu sais que tu dois réparer ta voiture, tu dois poser une clim chez toi, tu dois aider quelqu'un dans ta famille, bon, t'as un coup dur qui tombe, tu n'es pas stressé, tu ne remets pas toute ta vie en question, tu sais que tu as cette réserve-là, tu as été un peu enfin, t'as prévu au cas où. Question donc sur les petites surfaces pour étudiants, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit tout meublé ou mieux que ce soit vide? Alors l'avantage du meublé, c'est que tu peux te séparer du locataire avec un préavis d'un mois. Avec une location nue, c'est des baux de 3 ans, et tu es obligé d'envoyer une lettre recommandée 6 mois avant la date d'anniversaire pour récupérer ton bien, etc. Donc c'est beaucoup plus flexible le meublé. Voilà, ça me semble plus intéressant. Après, une fois que c'est meublé, quand quelqu'un te vend un appartement où il y a un locataire et que c'est meublé, ils vendent tout ensemble. Ouais, exactement. Tu prends la succession sur le bail. Donc, si c'est du nu, par exemple, tu peux pas te séparer de lui avant une certaine période. Tandis qu'avec le meublé, bah, tu peux récupérer ton bien, donner un préavis d'un mois et le récupérer. Voilà. Et en général, la personne, oui, en général, tu achètes aussi le mobilier tu fais une liste de mobilier chez le notaire. Voilà. Et tu récupères ce qu'il y a. Côté impôt, c'est la même chose, mobilier ou nu. Non, c'est d'autres. Alors après, voilà, c'est des questions, c'est la fiscalité. Après, il faut voir ça avec un comptable. Je veux pas trop rentrer là-dedans pour pas donner mal à la tête à tout le monde. C'est vrai que c'est des trucs. Au final, les gens se disent ah c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, ces domaines-là, je les laisse à des pros qui vont me dépatouiller et me conseiller. Je vais demander à des amis, etc. Et tu voilà. conseilles plutôt le nu ou plutôt le. Moi, bah, ça dépend du projet. Si c'est d'étudiant, moi je trouve que le meublé c'est bien. Ça permet de louer un poil plus cher. Là où tu pourrais louer 500, tu peux faire 530, 550, et tu peux leur mettre la totale, Netflix, tu peux leur mettre des services supplémentaires. C'est à toi d'amener les services supplémentaires, le web, Netflix et tout ça, quoi. Alors dans le meublé, ce qui est nécessaire, c'est de quoi manger, de quoi dormir, et j'ai oublié. En gros, il faut une table basse, un clic-clac qui fait office de lit, une petite penderie, c'est mieux, des chaises, des couverts, ce genre de choses.
Bien juste avec ses valises de fringues et... Exactement, voilà. Après, ce que tu rajoutes en plus, ça aide à provoquer un petit effet coup de cœur, ça aide à louer davantage et d'avoir des meilleurs profils. Donc moi, en général, je suis adepte du homestaging, c'est-à-dire un bien qui est moche, je vais pas le laisser moche, c'est pas dans ma philosophie. Donc moi, j'ai tendance à tout refaire. Et après, je vais mettre des tableaux d'art, je vais mettre un peu de couleur dans le bien pour que la personne, dès qu'elle voit, elle se dit voilà, j'ai le coup de cœur et je suis pas à 20, 30 euros près. Et du coup, justement, quand tu refais un appart, est-ce que tu prends les meubles chez Brico Dépôt ou tu essayes d'avoir une qualité un petit peu Alors en fait, il faut rester simple parce qu'il faut se dire que quand même le locataire, il va pas être aussi soigneux que ce qu'on aurait pu l'être avec son propre logement. Donc il faut faire maintenant quand on va chez Ikea, etc. Ça coûte pas très cher et on a cet effet un peu tape à l'œil qui est sympa. Donc il faut rester pas faire du bas de gamme parce que ça se voit, ça fait cheap, ça valorise pas, mais rester sur voilà un équilibre quoi. Ouais, du nu, tu fais quand même la cuisine et la salle de bain, non? Ouais, quand même, ouais. Ouais, en général, oui. Alors, on n'est pas obligé, hein, ils peuvent faire leur propre cuisine, mais il faut qu'ils puissent se doucher quand même, hein, oui, ça fait partie des lois, ouais. D'accord, ok, il y a quand même un minimum à donner dans le nu. Ouais, en fait, plus t'apportes un service de qualité, c'est comme tout, plus en face, tu auras quelqu'un de respectueux qui va te rendre un petit peu ce que tu lui as donné. Donc, moi, je suis partisan de donner des bons produits aux gens et comme ça, tu élimines un peu toute la gestion des risques et les problèmes qu'il peut y avoir. Et du coup, j'ai zappé ma question, mais je vais rebondir sur la gestion du risque. Ouais. Comment tu fais pour savoir si c'est un bon locataire ou si c'est quelqu'un qui va t'apporter des ennuis? Est-ce qu'il y a deux, trois petites choses à savoir exactement avant de se planter? Alors moi, je travaille en tant qu'agent immobilier dans la transaction, donc c'est vrai qu'après la gestion et la location, c'est un autre métier, donc je côtoie moins des locataires, mais on va dire que ceux qui font de la location, ils vont regarder le dossier. Donc dans le dossier, tu as les revenus de la personne, tu as en gros voilà, une définition un petit peu en quelques lignes de ce qu'est la personne, et en plus tu peux demander des garants. Donc les garants, ça peut être les parents, ça peut être des personnes qui se portent caution s'il y a un impayé. La personne qui est garant se portera caution pour payer les impayés. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant. Ouais. Et ce côté gestion, du coup, est-ce que je peux le faire moi-même ou est-ce que je le délègue? Ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, avant j'avais un studio que je louais sur Airbnb, donc je faisais le ménage moi-même, gérais tout seul. Ah oui, ouais, voilà. c'est beaucoup de... Et maintenant, ça, je veux plus trop le faire. Donc maintenant, si c'est à refaire, je mettrai un gestionnaire qui s'occupe de tout le milieu. Donc, mais par contre, là, les studios que j'ai achetés, enfin les biens que j'ai achetés, ils sont déjà loués, c'est des bons locataires, il y a des bons profils, donc je sais que ça sera pas une gestion compliquée. Donc, à part encaisser mes virements tous les mois, j'aurais pas grand-chose à faire. Donc, dans ce cas-là, autant m'en occuper moi-même, quoi. Ouais. Et du coup, Airbnb, est-ce que ça vaut le coup, quitte à faire un meublé, de le louer en Airbnb? Est-ce que ça rapporte plus ou... Alors, c'est de plus en plus encadré. Maintenant, il faut que tu aies déjà une résidence principale, il faut que ça soit ta résidence secondaire qui soit en location. Ils te demandent un numéro d'enregistrement auprès de la mairie également. Donc, c'est un peu plus encadré, ça se professionnalise, entre guillemets, mais ça reste quand même très intéressant. Il y a un côté un peu machine à sous avec Airbnb. C'est vrai que tous les 2-3 jours, tu vas encaisser des petites sommes et ça fait un bien fou. Par contre, c'est assez chronophage, donc ça demande pas mal d'efforts. Mais ça reste. Voilà, tout ça, ouais, exactement. Après, tu vois, c'est une gestion ça dépend de ton objectif. Ça peut être lucratif, mais il faut voir si tu as le temps, etc. et si tu es prêt à faire tout ça. Parfois, pendant une période, ça peut être bien. Après, il vaut mieux ne pas en faire. Ça peut être une solution pour être efficace rapidement, pour rentrer de l'argent peut-être rapidement. Pour augmenter ta rentabilité rapidement, ouais. Parce que du coup, la renta est beaucoup plus élevée qu'avec une location nue et meublée, bien sûr. D'accord, donc si je veux vraiment mettre de côté pour ma retraite là tout de suite, je peux acheter quelque chose, le mettre en Airbnb, ça va me prendre du temps, mais sur 2-3 ans, ça va m'augmenter ma rentabilité et ça va me permettre d'aller plus loin, plus vite, quoi. Ouais, voilà. Alors c'est pas tout à fait passif, tu vois, comme peut être une location classique, parce que une location classique, t'encaisses les chèques tous les mois et tout va bien. Tandis que là, il va falloir avoir un gestionnaire. De temps en temps, il y aura un peu plus de soucis, donc il y a un peu plus de problèmes à régler. Mais en effet, si tu veux t'enrichir très rapidement,
ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que du coup, tu génères plus de revenus et du coup, tu as un profil qui génère du revenu et donc tu es capable d'emprunter davantage auprès des banques. Bon, alors ce que je retiens, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Exactement, ouais, c'est ça. Avec un bon, en fait, pour te donner une image, tu vois, mes 2 premiers apparts, je les ai refaits de A à Z. J'avais un appart qui était sympa sur le Vieux-Port. À l'époque, c'était pas trop à la mode. Je l'ai refait complètement. Je cassais une cheminée. Il y avait 6 mètres de hauteur. Enfin, j'ai vécu dans la poussière pendant des mois. Bon, c'était un délire. Et quand j'ai commencé à tout péter, les gens ils m'ont regardé, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Et j'ai fait une bonne plus-value. Deuxième appart, pareil, il y avait 12 centimètres de dénivelé dans la pièce. Tu mettais une bille, elle roulait. J'ai tout refait. Bon, j'ai passé 6 mois à temps plein. Et le troisième appart, par contre, j'ai rien fait. Je comptais prendre un appart avec travaux et on a eu le coup de cœur avec ma compagne. C'était le premier achat qu'on faisait à deux. Avant, j'achetais tout seul. Donc là, il fallait que ça nous plaise à tous les deux. Et celui-là, il était vraiment voilà, coup de cœur immédiat parce que l'ancien propriétaire avait tout refait. Et pourtant, celui-là, je l'ai acheté il y a 4 ans et demi sur un super emplacement, un endroit assez coté à Marseille. Et celui-là, je vais faire plus de plus-value que les 2 précédents où je me suis arraché. Mais parce que l'emplacement était vraiment de qualité et que j'ai acheté bas et que maintenant le marché est haut, quoi. Voilà. Des fois, tu sais pas pourquoi, sans effort, t'es plus rentable. Même moi, sur un site web, des fois, le design plaît tout de suite. T'as pas à refaire 50 000 fois les choses et tu sais pas pourquoi. C'est tout de suite, ça passe bien. Ouais, c'est juste, exactement. C'est exactement. Donc au début, ça peut être soit un coup de chance, ou après, avec l'expérience, quand tu commences à avoir une expertise de l'immobilier, compréhension des secteurs, etc. Après, c'est une expérience qui permet de saisir précisément les bons choix et ça match direct sans effort, quoi. D'accord. Donc, donc aller voir le banquier, savoir Ouais, combien je peux emprunter, ouais. et deux, trouver la perle rare. Pour trouver la perle rare, je regarde le bon coin ou je fais confiance à un agent immobilier. Alors, si tu as un bon agent immobilier que tu connais bien autour de toi, tu peux lui faire confiance. Maintenant, moi, quand c'est des investissements, je conseille à tout le monde voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il faut quand même maîtriser un petit peu et savoir toi-même de quoi tu parles. Donc, c'est bien quand même de se développer un peu une expertise. Alors, pour ça, il n'y a rien de complexe, hein, on va pas se faire une formation de 3 ans. Il suffit de regarder des biens tous les soirs, et c'est ce que font les gens. Ils vont tous sur les mêmes supports. En général, les gens vont sur le Bon Coin. Ça reste le site sur lequel qui génère le plus de trafic, parce qu'il y a les particuliers et les pros. Et Ouais. à force de regarder tous les soirs, parce que tu cherches de manière active, voilà, tu as besoin d'acheter, etc., bah, tu finis par te développer une expertise et tu arrives à repérer ce bien il est trop cher, ce bien c'est une pépite. Et les D'accord. pépites, elles partent en quelques heures ou quelques jours, et les biens moins intéressants, ils restent des mois sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux voir le banquier avant. Exactement, Savoir. exactement, ouais, c'est ça, exactement. Pour être prêt à faire feu, exactement. D'accord. Alors moi, personnellement, j'ai encore des petites réticences parce que c'est une grosse somme. Ouais. Quoi, ça reste une grosse somme et ça reste un emprunt. Ouais. Même si toi, tu transformes emprunt en investissement, en fait. Alors moi, jusqu'à maintenant, à part le premier, les autres appartements, je les ai achetés comptant, c'est-à-dire sans crédit. Ah oui. Parce que j'avais pu faire ces belles plus-values et chaque fois mon capital a augmenté. Mais maintenant, je me suis encore formé davantage, parce que c'est une activité dans laquelle tu apprends toute ta vie. Maintenant, je suis conscient que l'effet de levier de la banque, c'est quelque chose d'extraordinaire et de plus puissant que de payer cash. Parce que quand tu payes cash, tu es limité. Tandis que si tu empruntes, tu as cet effet de levier pour emprunter davantage. Et si tu empruntes davantage en faisant des bons investissements, ben forcément, tu t'enrichis plus rapidement. Et l'immobilier, c'est un des rares trucs. Enfin, je pense que c'est le seul truc où tu peux utiliser justement l'effet de levier de la banque. Tu vas pas faire un crédit pour investir en bourse. Le banquier va pas te suivre. C'est trop risqué. Pour des montres non plus. Pour des tableaux d'art non plus, tu vois. D'accord. Donc en fait, quand tu as du cash, tu investis dans autre chose que dans l'immobilier. Exactement. Pour essayer de diversifier. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je pense que le cash, c'est pour monter des marches, tu vois. Donc, tu peux acheter des garages. Ça va pas te rapporter énormément, ça va être 100 euros par mois, mais tous les mois, ça va rentrer et ça va te permettre d'avoir un équilibre dans tes dépenses et dans tes revenus. Et progressivement, il y a un moment où, boum, tes revenus, ils augmentent et ils dépassent tes dépenses. Et c'est là où tu es indépendant financièrement. Donc, ça peut être intéressant pour asseoir une stabilité, des fondations solides. Et après, tu vas chercher plus haut avec la banque. D'accord.
Après, voilà. Donc, il faut quand même que je passe ce cap de conscientiser que je vais acheter un appartement, que je vais le payer pendant 15 ans pour ensuite qu'il me rapporte à la retraite et qui sait, si j'y prends goût, acheter un deuxième appart, acheter un troisième appart et continuer. Bah, en fait, c'est ta solution retraite parce que plus tu achètes jeune, par exemple, tu achètes à 20 ans, à 40 ans, c'est remboursé, et de 40 à 90, si tu veux, jusqu'à 90 J'ai ans. loupé un peu le coche au départ. Voilà. Bah, là, t'encaisses et c'est comme une retraite complémentaire, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le faire le plus tôt possible, parce que c'est ce qu'il y a de plus puissant, hein, concrètement. Tous les milliardaires, vraiment les personnes les plus fortunées, parfois elles ont eu des réussites dans leurs affaires, mais c'est forcément grâce à l'immobilier que tu finis par vraiment devenir riche. Parce que voilà, c'est plus rapide. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'un jour il y aura un crack immobilier? Alors là, on est dans une bulle, hein, une bulle de tout. Ça va pas tarder à péter, en effet. Donc on est dans une bulle sans être alarmiste, hein, parce qu'on s'adapte à tout et au final c'est pas si dramatique. Mais c'est vrai qu'on est sur une bulle sociale, une bulle du crédit, une bulle de l'immobilier, une bulle de la crypto, une bulle de la bourse. Voilà, au niveau de l'emploi, ça va se complexifier. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, les banques, elles ont un petit peu les pétoches et elles octroient moins de crédit, elles sont plus regardantes sur les dossiers. Donc, ils sentent que ça va sentir mauvais dans les années qui viennent. Donc, voilà, on ferme un peu les robinets et du coup, ça va laisser des opportunités. Les personnes qui s'enrichissent aussi, parfois, c'est dans les périodes un peu de crise parce que c'est des personnes qui ont su mettre des liquidités de côté pour pouvoir saisir après des bonnes affaires. Donc là, on est sur un marché qui est très haut et ça va corriger là, dans les mois qui viennent. Le marché va baisser un petit peu parce que en face, on aura des acheteurs qui auront moins de possibilités de pouvoir financer leurs biens, des emplois qui sont moins sûrs, des crises mondiales, etc., etc. Donc 2022, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour. Je vais attendre peut-être septembre, décembre. Tu dis que il faut jamais attendre non plus, en fait, parce que ça reste quand même exponentiel, tu vois. Au niveau de la courbe, il y a des moments où il y a des cracks, mais ça suit quand même une courbe qui ne fait qu'augmenter. Si tu regardes le schéma de la bourse, en fait, il y a des crashs à des moments, mais de 70 à 2020, ça n'a cessé d'augmenter. Donc en vérité, alors c'est vrai il faut se former un petit peu pour pas acheter n'importe quoi. C'est vrai que si tu achètes au plus haut une saucisse entre guillemets, bon ben voilà, tu vas te retrouver en difficulté, tu vas ramer pendant quelques années. Mais si tu achètes intelligemment, même si le marché est haut, tu t'y retrouveras quand même. Et en parlant de rendement locatif, ça reste quand même le locataire qui paye ton crédit, tu vois. Donc oui, il y a toujours ça qui est intéressant. Voilà, tu prends pas de risque non plus. Je prends le prix du loyer, je le multiplie par 12 et je le divise par 100. Tu le divises par le prix d'achat. Je divise d'abord par le prix d'achat. Donc le loyer multiplié par 12, divisé par le prix d'achat. Multiplié par 100. Multiplié par 100 et ça me donne à peu près mon taux de rentabilité. Exactement. Exactement. Okay. Et plus c'est élevé, mieux c'est. Voilà. Plus ça monte. Oui. Ouais, voilà. Plus ça monte. T'en trouves un à par exemple 0,15, tu te dis c'est génial ou tu te méfies? À 15% ou à 0,15 ouais. À 15%. Oui, à 15%. À 15%, ouais, je regarde un peu à la loupe, ça paraît trop beau, quoi. Mais voilà. Il y a un truc, il y a un loup. Ouais, il faut se méfier aussi, il faut se méfier de ce qui brille, quoi. Donc oui. Faire attention quand même. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci pour tous ces éclaircissements. Maintenant, allez voir le banquier, trouver et passer longtemps le soir, 10-20 minutes à essayer de regarder tous les biens qui peuvent m'intéresser. Ouais, pour vous donner un déclic, pour motiver tout le monde, en fait, il faut voir les écarts de patrimoine que ça provoque en fin de vie. C'est-à-dire la personne qui est vraiment, qui aime pas trop s'endetter, qui reste sûre, au final, peut-être qu'elle va partir sur un petit projet sûr et elle va avoir un patrimoine de 200-300 000 euros. Par contre, la personne qui, en plus, va chercher justement un peu plus de rendement, etc., il peut y avoir à la fin un patrimoine d'écart de plus 400 000 euros. Ouais. Donc c'est quand même des gros écarts et ça peut ne se faire que par l'immobilier, je pense. D'accord. Donc toi, pour l'investissement, pour le plus sûr et voilà, l'immobilier, c'est quand même bien parce que du coup, à la fin, tu gagnes toujours. Alors la bourse, la bourse, c'est des plus petites sommes. Ouais. Mais voilà, il y a peut-être, j'y connais rien. Alors là aussi, c'est encore plus aléatoire.
Alors c'est vrai qu'en France, on est très peu éduqué justement à toutes ces notions financières, mais la bourse, ça reste quand même très intéressant et c'est même encore plus intéressant que l'immobilier. Donc il faut bien s'y connaître, mais vu que c'est exponentiel, en fait, si tu veux, tout le système dans lequel on vit actuellement, qu'on appelle capitaliste, c'est un système qui a été fait comme ça, c'est-à-dire que les personnes empruntent, elles s'enrichissent et elles veulent pas que le système il s'effondre. Et c'est pour ça qu'avec les crises, les systèmes des nations ne s'effondrent pas. On a de plus en plus de dettes, etc. Mais malgré tout, les États continuent à injecter de l'argent pour pas que le système s'effondre. Et ça, c'est fait en sorte pour que, bah, forcément, quand tu revends ton bien, celui qui a acheté et qui a fait l'effort de prendre ces risques-là, il veut pas vendre moins cher, il veut vendre plus cher. Donc, il va vendre plus cher à une personne qui rentre dans la société et qui achète de plus en plus cher. Et cette même personne veut vendre plus cher, etc., etc., etc. Donc ça provoque avec l'inflation des prix qui ne cessent d'augmenter. On le voit avec le franc et l'euro, quoi. On achète le pouvoir d'achat et on n'achète Ouais. plus les mêmes choses. Donc c'est vraiment inflationniste et la courbe, elle ne cesse d'augmenter. Et c'est pas prêt de s'écrouler parce que si tout s'écroule, là pour le coup, on en Mad revient. Max. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. On revient au chasseur-cueilleur, quoi. Ouais, ouais. Donc le système ne peut pas vraiment s'effondrer et du coup, il ne peut cesser d'augmenter. Il ne fait qu'augmenter. Il a été construit comme D'accord. ça. Donc il Et faut rentrer l'investissement dedans. dans l'or, j'ai entendu parler de gens qui investissaient dans l'or, mais je vois pas du tout ce que c'est ça. Alors l'or, ça reste une valeur refuge. Et quand il y a des crises, l'or augmente, le prix de l'or augmente. En ce moment, il doit être. Ouais, il est quand même. Alors je m'y connais pas trop, mais ouais, ça reste quand même assez élevé. Et je rencontrais moi un investisseur, un petit jeune, il avait 23 ans, et lui, il rachetait de l'or autour de lui. Il s'était lancé dans ce truc-là. Et ça reste quand même aussi quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, nous, on paye avec de l'euro. Et si tu veux, avec les crises qu'on a eues, le Covid, etc., bah voilà, les États, ils ont investi des milliards et des milliards et des milliards pour maintenir l'économie. Et du coup, la valeur de l'euro, bah, elle baisse parce que Ouais. voilà, ça s'écroule un peu. Tandis que l'or, par contre, lui, c'est quelque chose de fongible, de concret. Et même si un jour on peut plus payer avec nos cartes de crédit parce que problème informatique mondial ou Mad Max, tu pourras toujours échanger de l'or pour acheter un bateau et aller sur l'île d'en face, par exemple. Tu vois, donc ça reste quand même ça reste quelque chose de sûr et d'intéressant. Bon, bah, ouais. Du coup, investissement dans l'or, tu vas voir ton banquier par contre, ou alors tu achètes de l'or toi-même directement. Directement. Ouais, tu peux acheter de l'or directement. Ouais. Tu peux acheter de l'or directement. Ouais. La banque va pas forcément dessus là-dessus. Mais en fait, si tu veux, l'investissement, c'est pas compliqué. C'est acheter pas cher et vendre plus cher. Oui, après, il faut le revendre cet or. Et puis, il faut le stocker. Moi, ça me fait un peu peur de stocker de l'or ou des valeurs liquides. Il y en a que il y en a que ça rassure. Les mamas africaines, par exemple, Oui. voilà, bon, elles ont des gros trucs en or massif, par exemple. Elles portent leur richesse sur eux. Donc c'est culturel, on va dire, mais ça reste quand même quelque chose aussi d'intéressant parce que ça prend de la valeur. En fait, l'or, on dit que c'est un peu le matériau extraterrestre. On ne sait pas comment ça arrivait sur Terre. Il y a un moment, les météorites ont frappé la Terre et ont amené ce minerai. Et du coup, il est rare, quoi. Un peu comme le Bitcoin, qui a une durée limitée. L'or, on a quasiment puisé toute l'or. Donc les systèmes miniers d'investissement continuent à puiser la terre, mais il y en a de moins en moins. Donc vu qu'il est très rare, il est précieux, et du coup sa valeur continue à D'accord. Et augmenter. du coup, tu parles du Bitcoin euh, Le Bitcoin, avec les. Ouais, mais avec les frasques d'Elon Musk, tu sais jamais si tu peux en acheter ou si ça va disparaître. Parce que là, par contre, du coup, il n'y a aucun état derrière. ouais, en fait, si tu veux, les médias, leur rôle, c'est d'écrire, enfin les médias ou les sources d'influence, elles sont là pour écrire des articles pour influencer sur le marché. Pourquoi? Parce qu'une personne qui achète, qui a beaucoup d'une ressource, a plutôt tendance à faire peur aux gens pour que les gens vendent et qu'ils puissent racheter moins cher et revendre plus cher. Donc c'est eux qui jouent un peu sur le marché. Elon Musk aussi il peut avoir une influence et tous ceux qui ont une influence et qui sont dans le game, entre guillemets, ils ont un intérêt à on dit que la bourse et le Bitcoin, tous ces investissements, l'impatient a tendance à enrichir l'homme patient. Donc celui qui a une vision et qui sait que ça va durer, que ça va cesser d'augmenter,
ça ne va cesser d'augmenter. Il aura plutôt tendance à vouloir garder, faire peur aux gens et racheter moins cher. Et le Bitcoin, en fait, il a une valeur refuge. Il a une valeur refuge du fait qu'il est limité, en fait. Il y a un certain nombre de Bitcoins et au-delà, tu ne peux pas en avoir davantage, comme l'or. D'accord, parce que je croyais qu'il y avait des fermes qui minaient le Bitcoin. Ouais, mais c'est quand même limité et tu peux le miner jusqu'à un certain nombre. Et au bout de ce nombre limité, c'est dans l'architecture de la fabrication de ce système, il y a un moment où il n'y en aura plus. Et on est proche de cette fin en plus. Donc, c'est pour ça que du coup, il atteint un niveau assez haut et qu'il peut encore, donc une fois qu'il n'y en aura plus. Ouais, exactement. Et le minage, en fait, c'est des ordinateurs qui résolvent des problèmes de plus en plus compliqués. Et moins il y en a, plus les problèmes, la source de calcul doit être élevée pour résoudre ces problèmes et les miner. Et c'est ce qui fait que c'est de plus en plus rare. Et de ce fait, ça rend le truc un peu précieux et ça maintient sa courbe vers le haut, quoi. Ok. Pour préparer ma retraite, donc d'ici 15 ans, immobilier, or, Bitcoin, Alors, il faut aller dans ce qu'on maîtrise. Donc, si le Bitcoin ne te parle pas, faut pas y aller. Il faut rester simple et moi, je conseille d'investir le plus possible, quoi, dans tout et les trucs qu'on maîtrise. Donc, pour moi, ça peut être en effet les crypto-monnaies, ça peut être la bourse, ça peut être l'art, ça peut être les montres, c'est l'immobilier. Moi, j'aime bien investir, donc j'investis un petit peu de partout parce que ça m'intéresse. Et c'est des choses que j'aime éduquer aux gens pour leur apprendre à s'enrichir à leur tour. Parce que je considère que quand on est quelqu'un de plus riche, on est quelqu'un qui a une meilleure valeur. On est plus calme, on est plus détendu. Voilà, c'est sans tomber dans l'abondance, mais voilà, sans tomber dans les excès. Mais en tout cas, voilà, on est plus à l'écoute des gens, etc. On est plus ouvert d'esprit, en tout cas. Donc moi, j'aime me former là-dedans et former les gens. Donc, il faut pas trop s'éparpiller non plus et il faut aller sur les trucs qu'on maîtrise. Moi, j'adore l'immobilier, donc j'investis beaucoup dedans parce que c'est une passion. J'aime le côté technologique des crypto-monnaies et j'aime bien l'art, j'aime bien ce genre de trucs. Donc, moi, je peux pas conseiller comme ça sans connaître la personne et lui dire il faut faire telle chose ou telle chose. Mais par contre, il faut garder en tête que l'immobilier, c'est le seul domaine dans lequel on peut prendre un rendez-vous avec sa banque. Et si on a la capacité, une semaine après, enfin je caricature un peu, mais un mois après, on peut lever 100, 200, 300 000 euros, chose qui n'est pas possible. Voilà. Si tu vas demander 200 000 euros au voyou du coin, ça risque de mal se passer. Donc pour ça, les banques, ça reste quand même pas mal. Ok, merci beaucoup. J'ai bien appris là. Maintenant, je vais me pencher sur la question et aller voir mon banquier, ce qu'il me propose. Oui. Oui, à ce moment-là, n'hésite pas à me demander des conseils. Et aller voir tes formations. Ouais. On essaiera de mettre en description un petit peu les liens de ce que je fais. Et après, les gens ils peuvent me contacter sur Instagram. Moi, je suis assez ouvert et j'essaie de répondre un peu tout le monde. Donc, après, si je peux vous conseiller, ça sera avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations.